Bonjour à tous. Je suis d'abord très heureuse d'être ici parce que j'ai vécu à Brest quand j'étais petite, mais juste une année, quand j'avais 7 ans. Ça a été très court et si vous voulez tout savoir, c'est parce que mon père était officier de marine. Donc Brest et Toulon sont deux endroits où nous sommes allés, même si Brest pour moi ça a été assez court. J'étais revenue l'année dernière pour le festival Longueur d'onde, qui est un magnifique festival de radio, justement au titre d'RFI. Et je suis très heureuse de revenir aujourd'hui. Et d'ailleurs quand j'étais venue il y a un an, j'en avais profité pour rencontrer l'équipe d'ATD Carmonde, ce que j'essaye de faire à chaque fois. Effectivement, vous l'avez dit, j'ai très envie aujourd'hui qu'effectivement qu'on parle de solidarité, de ce qui se fait de positif, même si on sent bien que les choses ne vont pas forcément toujours très bien en termes de lutte contre la pauvreté. Mais pour démarrer, je pense que c'est intéressant de se reposer la question du finalement, qu'est-ce que c'est que vivre dans la pauvreté ? La première des choses, vous savez qu'en France, c'est à peu près 9,1 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ça fait à peu près 14,3% de la population. Le seuil de pauvreté est à 60% du revenu médian. En gros, vous avez la moitié de la France qui gagne plus de 1800 €, l'autre moitié moins, et le revenu médian est à 60%. Et donc, c'est aux alentours de 1045 €, parce qu'en fait, le revenu médian est un peu plus que 1800. Ce chiffre-là ne dit pas tout de la pauvreté. Ce chiffre, d'abord, est en augmentation. La dernière étude de l'INSEE sur l'année 2018 montre une augmentation de cette pauvreté, donc elle ne diminue pas. Je voudrais vous donner deux autres chiffres. Vous avez 5% de la population, vous avez, 5 millions de personnes qui vivent, pas 5%, 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 850 €. Et là, c'est 50% du revenu médian. Et vous avez la très grande pauvreté, qui est moins de 680 €, qui est 40% du revenu médian. Et là, vous avez 2 200 000 personnes. Pourquoi je voulais vous dire ça ? Parce que quand on parle de la très grande pauvreté, on pense souvent uniquement aux personnes sans domicile fixe, qui est un problème crucial dans notre pays, mais c'est à peu près 150 à 200 000 personnes. Et la très grande pauvreté, vous voyez les chiffres que je donne, 2 200 000. C'est quand même énorme. Mais une fois que j'ai dit ça, en fait, ça dit pas ce qu'est la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est pas simplement un manque de revenus financiers, c'est des difficultés d'accès aux droits, que sont le droit au logement, le droit au travail. Vous savez que le droit au travail est inscrit dans notre Constitution, le droit à une éducation de qualité, le droit à l'accès aux soins, le droit à la culture. Et la réalité de la vie des plus pauvres, c'est d'immenses difficultés à accéder à ces droits. Et puis même une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit sur ce qu'est la réalité de la pauvreté. Et du coup, parce que vous savez qu'au niveau international, ce qui est fixé, c'est 1,90 $ par jour. La pauvreté est située en dessous de ce seuil-là. Vous doutez bien que ça ne dit rien de la pauvreté dans nos pays. Or, on a de la pauvreté dans nos pays riches. Et donc, on a mené ATD Carmonde avec l'Université d'Oxford, donc avec des chercheurs de haut niveau, une étude sur 3 ans sur ces dimensions de la pauvreté. Et une étude qu'on a menée dans 6 pays, 3 pays du Nord que sont la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, 3 pays du Sud que sont la Bolivie, la Tanzanie et le Bangladesh. Et la grande particularité de cette étude, c'est qu'elle a été menée avec des personnes en situation de précarité comme co-chercheurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas simplement été auditionnés, on est allé bien au-delà, on a écrit avec eux ce rapport pour justement arrêter de projeter ce que nous on pense sur la pauvreté, mais vraiment écouter les personnes. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Évidemment, ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire un manque de revenus financiers, des difficultés d'accès au logement, au travail, à l'éducation. Mais il en est ressorti d'autres dimensions moins connues. D'abord, toute la question de l'isolement, la question de la maltraitance sociale et institutionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Dans la maltraitance sociale, il y a beaucoup le regard qu'on porte sur les plus pauvres. Et en fait, on a un regard discriminant. On a plus ou moins dans l'inconscient collectif que qu'est-ce que ces personnes ont raté pour se retrouver dans cette situation ? Et moi, qui suis depuis plus de 25 ans dans ce mouvement ATD Carmonde, je me dis plutôt qu'est-ce que la société a raté avec ces personnes plutôt que qu'est-ce qu'ils ont raté eux-mêmes. Donc ça, c'est le regard discriminant de la population. Et il faut en avoir conscience, que si on n'en a pas conscience, on ne peut pas comprendre ce qui se vit en face. Et le deuxième point sur la maltraitance institutionnelle, il s'agit en aucun cas d'accuser les institutions, les travailleurs sociaux, les personnes elles-mêmes. Mais de fait, la machine de lutte contre la pauvreté se retourne contre les personnes, avec des questions inquisitoires, avec toujours un regard sur la question de la lutte contre la fraude. Il faut lutter contre la fraude, mais il y a un moment, cette lutte contre la fraude contribue au non-recours, parce que les gens ont tellement peur de se faire accuser de fraudeurs qu'ils ne vont même pas demander les aides dont ils ont besoin.
est ressorti aussi de cette étude les difficultés à reconnaître la contribution des personnes, que ces personnes sont les premières à se battre contre la pauvreté. Vous savez qu'à ATD Quart Monde, les personnes en situation de précarité avec qui on travaille, on les appelle les militants Quart Monde. Parce que les premiers qui se battent contre la pauvreté, c'est pas moi, ce sont eux. Parce qu'au quotidien, ils se battent contre la pauvreté. Et donc, dans cette étude est vraiment ressorti qu'on ne leur reconnaît pas leur contribution et même qu'on les empêche d'agir. C'est-à-dire qu'on a une forte tendance à décider pour eux. Et c'est bien pour ça qu'il y a un moment dans la matinée où j'ai envie de vous parler participation, parce que tant qu'on ne construira pas avec les personnes concernées ces politiques de lutte contre la pauvreté, on ne sera pas dans le juste. Quand on parle, je voulais vous donner quelques exemples. Quand on parle, par exemple, de la non-reconnaissance de droits ou des difficultés ou de la discrimination, je voulais vous donner l'exemple d'un couple qui avec 2 enfants, habite dans 15 mètres carrés à Paris, qui loue cher, 600 € par mois, et donc ils ont demandé un logement social. Ils ont été, puisqu'ils ont 2 enfants, rapidement reconnus prioritaires au DALO, le droit au logement opposable. Mais le logement leur a été refusé au bout du compte parce que ils avaient en fait refusé 3 logements. Et le bon sens dit, quand même, ils cherchent un logement et en plus ils refusent. Mais si on cherche à comprendre pourquoi, la première fois, la maman était enceinte, il s'agissait de partir en banlieue, c'était trop compliqué. La deuxième fois, elle avait un souci, elle a un enfant handicapé, elle avait trouvé une école qui acceptait l'enfant, et partir de nouveau en banlieue, c'était trop compliqué. Et la troisième fois, c'est pas du tout eux qui ont refusé, c'est que le mari avait perdu son travail, et donc n'avait pas suffisamment de fiches de paye. Et donc, la réalité de cette personne, c'est malgré avoir été reconnue prioritaire, et bien finalement, toujours pas de logements sociaux et rayé des listes parce que 3 refus. Mais si on ne cherche pas à comprendre pourquoi, et bien on nie le droit de ces personnes. Dans les contributions non reconnues dont je vous parlais à l'instant sur ce qui nous définit un peu dans les questions de pauvreté, je vais vous donner un exemple, alors qui est pas à Brest, mais qui est à Rennes. Je me suis dit que c'était pas très loin. Des militants qui ont rejoint. C'est pour montrer comment, ces personnes se battent sur des choses qui sont importantes. Elles ont rejoint un collectif Dignité Cimetière et elles ont obtenu de la mairie une concession pour 10 ans. Dans le cimetière pour que les personnes qui soient mortes à la rue soient enterrées dignement avec leur nom et leur prénom. C'est quelque chose que moi j'ai découvert à ATD Quart Monde, c'est que quand vous n'avez pas... D'abord, un enterrement, ça coûte très cher. Et que quand vous n'avez pas les moyens, et ben du coup, vous êtes enterré dans la partie commune et où il n'y a pas du coup votre nom, où il n'y a pas forcément la famille qui du coup peut assister à l'enterrement. Et donc se battre sur ces questions-là, je veux dire, l'égale dignité des personnes, elle va jusqu'à la fin de vie et jusqu'à l'enterrement. Et ben voilà par exemple des familles qui se sont bougées, c'est des contributions qui ne sont pas toujours reconnues dans ce qu'elles font. Donc ça, c'était ma première partie, je dirais, de définir un peu ce qu'est vivre dans la pauvreté, même si on est loin d'avoir tout dit quand on a dit ça. Et je voulais finir cette partie en disant, pour nous, c'est indispensable d'avoir comme objectif d'éradiquer la grande pauvreté. Parce que si vous dites, l'objectif c'est de la diminuer, vous dites aux plus pauvres, on ne va pas s'occuper de vous. Parce que diminuer la pauvreté, on va s'occuper de ceux qui sont plus près du seuil de pauvreté, ça va être quand même plus facile que d'aller chercher les plus pauvres. Si on a l'objectif d'éradication, on va aller chercher les plus démunis. Et de ça, on était content il y a 1 an, au moment de l'annonce du plan pauvreté, que le président de la République ait annoncé un objectif d'éradication de la grande pauvreté. Je ne vous cache pas que depuis 1 an, on considère plutôt que tout va de travers, je vous le dirai ensuite, mais l'objectif de départ était pour nous important. Il avait dit 2 autres choses qui étaient importantes pour nous, c'est de travailler sur la question de l'accès aux droits et de leur globalité, parce que ça, c'est vraiment important. Quand je vous ai parlé en disant que la pauvreté, c'est un non-accès aux droits, du coup, dans ce qu'il faut faire, il faut travailler sur l'ensemble de ces droits, mais surtout ensemble. Et on a une furieuse tendance en France à avoir des dispositifs qui, un va s'attaquer au logement, un autre endroit au travail, un troisième à l'éducation des enfants, et que si on ne travaille pas sur l'ensemble, on n'y arrivera pas. Et la troisième chose qu'il avait dite, c'était un choc de participation qu'on n'a pas encore senti, mais sur lequel je vais revenir. Dans l'idée du pourquoi il faut s'attaquer à l'accès aux droits et dans leur globalité, je vais juste vous donner un exemple. Le dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires de la ville en CP et CM1, c'est une très bonne idée.
Mais l'enfant, c'est pas un ovni, il est dans une famille. Et si sa famille, elle est toujours dans un logement insalubre, trop petit, où ils sont à 4 dans une chambre de bonne, l'enfant n'est pas dans de bonnes conditions pour apprendre. Le stress, l'inquiétude des parents se répercute sur l'enfant et il n'est pas en condition d'apprendre. Et donc, on voit bien que d'une bonne décision, si on travaille pas sur la globalité de l'accès au logement, de l'accès au travail, de la famille. Nous, on dit que l'accès à la culture est aussi important et je pense que ce lieu, d'ailleurs, le démontre et c'est une des actions que vous avez dans ce lieu-là qui est ouvert à tous. Si on ne travaille pas, et sur l'accès à la santé, si on ne travaille pas sur tout ça, on est contre-productif et c'est là qu'on a du mal à convaincre les gouvernements successifs qu'il faut travailler à chaque fois sur l'ensemble. Alors à partir de ça, justement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais vous donner quelques exemples, en tout cas, de ce que nous on fait à TD Quart Monde, et puis après de façon plus large. Vous savez que nous on agit à 3 niveaux. On agit auprès des personnes, justement, en précarité pour qu'elles accèdent à leurs droits, auprès des politiques pour qu'elles fassent des politiques efficaces de lutte contre la pauvreté, et puis auprès du grand public pour que, justement, ils soient solidaires, qu'ils s'associent aux plus pauvres et qu'ils changent un peu de regard sur les plus pauvres. Et je vous dirais que moi, je pense que c'est presque sur cette partie-là qu'on a le plus de mal, parce que si la société bougeait, nos politiques bougeraient. Je suis absolument convaincue de ça. On travaille, vous savez que c'est quand même grâce au mouvement ATD Quart Monde, avec d'autres, qu'il y a eu le RMI qui est devenu le RSA après, la CMU, la couverture maladie universelle, la loi contre les exclusions, le DALO, le droit au logement opposable, le droit au travail avec l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, je vais vous en parler après, et aussi la reconnaissance d'un 21e critère de discrimination pour cause de précarité sociale, c'est ce dont je vous parlais. Les plus pauvres sont victimes de discrimination du fait de leur pauvreté et c'est souvent pas reconnu. À partir de là, nous on travaille particulièrement avec des projets pilotes. On a par exemple un centre d'hébergement à Noisy-le-Grand dans lequel on accueille une trentaine de familles. Noisy-le-Grand, c'est en banlieue parisienne, dans lequel on accueille une trentaine de familles et on montre quelles sont les conditions du retour au logement. Et la première des choses, c'est la durée. C'est-à-dire que nous, on reste avec les familles 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps qu'elles se reconstruisent et on ne les lâche pas tant qu'elles n'ont pas retrouvé un logement social et on les accompagne pendant 2 ans une fois qu'elles sont dans ce logement. Et dans ce centre d'hébergement, la particularité, c'est qu'ils sont dès le départ logés dans un vrai logement. Voilà. Parce que pour se reconstruire, il faut quand même pouvoir habiter dans un logement avec justement une pièce à vivre, des chambres, une cuisine et pouvoir. J'ai le souvenir d'une maman parce qu'on a rénové complètement ce centre d'hébergement et au moment de l'inauguration, une maman me disait, elle avait 2 enfants, 2 et 5 ans, elle me disait c'est la première fois que je peux cuisiner pour mes enfants. Elle avait vécu en hôtel social toutes ces années. Imaginez pour une maman ce que c'est de ne pas pouvoir cuisiner pour ses enfants et elle était très heureuse de pouvoir utiliser la cuisine. Donc on travaille beaucoup sur ces questions de logement avec ce centre d'hébergement où il y a une prise en charge globale de la famille, tout ce qui est soutien à la parentalité, accompagnement dans l'éducation des tout petits, soutien scolaire, aussi beaucoup de choses sur l'accès à la culture des enfants et des jeunes. Et on a sur ce même lieu une entreprise solidaire travailler et apprendre ensemble. On travaille beaucoup sur les questions d'école. Vous savez qu'il y a 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire tous les ans. Et la plupart, plus que l'immense majorité, 95% issus de la très grande pauvreté. Et moi, ça a été une de mes grandes surprises quand je suis arrivée dans ce mouvement ATD Quart Monde, c'est de découvrir des gens qui ont fait toute leur scolarité en France et qui sont en immense difficulté de lecture et d'écriture. Et quand je vous dis immense difficulté, c'est-à-dire lire un texte et pas comprendre ce qu'on lit, et écrire vraiment en phonétique. Et ça, on se dit que c'est fou dans notre système scolaire, on est mauvais en France, on est très bon pour les élites, on n'est pas du tout bon pour l'ensemble de la population, et on devrait pouvoir faire mieux. Et ça, on travaille beaucoup là-dessus, d'essayer de comprendre quels sont les freins. Il y a une partie des freins, c'est sur la façon dont on peut associer les parents, parce que les parents eux-mêmes ont été en échec scolaire. Et vous savez, par exemple, quand on les accuse de ne pas venir aux réunions de parents, et on se dit vraiment ils se désintéressent de leurs enfants. Mais c'est pas ça, ils ont un tellement mauvais souvenir de l'école, ils ont tellement peur des profs, des enseignants et des directeurs d'école qu'ils osent pas venir. Alors que si on fait un travail avec eux, et que du coup ils se sentent intégrés et qu'ils osent venir, nous ce qu'on constate c'est que l'enfant il apprend mieux. Et c'est plus facile pour lui de s'intégrer dans l'école. On mène aussi un gros travail sur l'école en ce moment, sur les orientations SECPA, Ulysse,
qui sont des orientations qui sont plutôt sur la question du handicap, mais dans le fait, on retrouve des familles en situation de grande précarité dont les enfants ne sont pas handicapés, puisqu'à 18 ans, ils ne sont pas reconnus handicapés à la MDPH, à la maison départementale du handicap. Et donc, on a mené une étude avec des enseignants et des chercheurs pendant 2 ans là-dessus pour essayer de voir un peu l'ampleur du problème. Et là, maintenant, on démarre avec 20 écoles et collèges d'essayer de voir comment on peut éviter cette orientation, ou quand on l'a fait, que ce soit pas une voie de garage, parce que la réalité, c'est que c'est quand même beaucoup une voie de garage. Et le paradoxe, c'est que les familles dont les enfants sont orientés dans ces classes disent, mais en fait, ça se passe aussi mieux parce que c'est des plus petits effectifs. Et donc, on revient au fait que le dédoublement des classes est certainement une très bonne idée pour les personnes en situation de précarité, même si pour l'instant, ça couvre pas du tout l'ensemble des personnes en situation de précarité. L'autre projet dont je voulais vous parler, c'est toute la question du travail. Je vous l'ai dit, le droit au travail est inscrit dans la Constitution. Vous savez, au moment des élections présidentielles, on a beaucoup parlé du revenu universel. Et on nous a fait dire dans les médias qu'on était pour, qu'on était contre. On s'est dit, mais oulala, mais finalement, qu'est-ce qu'on pense ? Et nous, quand on se demande qu'est-ce qu'on pense, eh ben, on travaille avec les universités populaires Carmonde. Moi, c'est là que j'ai été formée pendant 12 ans. On en a 10 en France qui se réunissent à peu près tous les mois ou tous les 2 mois suivant les régions. Et ce sont des lieux où des gens comme vous et moi, on travaille avec des personnes en situation de précarité pour se former tous les deux. C'est-à-dire, évidemment, permettre aux personnes en situation de précarité de prendre la parole en public, de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Et puis moi, c'est comme ça que j'ai appris et commencé à comprendre ce qu'est vivre dans la grande pauvreté. Je ne suis pas issue de ce milieu-là. Il y a des choses que je ne sais pas et que je ne connais pas. Et donc, c'est très important de pouvoir échanger. Et donc, on a fait plusieurs universités populaires sur ce revenu universel. Et bien, vous savez ce qu'il en est sorti? Comme première chose, c'est on veut travailler. On veut travailler parce que c'est le moyen d'être inséré dans la société. Et on en a marre qu'on nous dise qu'on est des assistés. On veut aussi contribuer à la société. Et le travail est un des moyens de contribution à la société. Et ça, c'est très important, cette question du travail. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a lancé ce projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Et alors je sais, il y en a pas ici, mais je sais qu'il y en a en projet, parce qu'on espère avoir une deuxième loi assez prochainement, à Concarneau, si je ne me trompe, et Saint-Égonec, si je prononce correctement, où il y a 2 projets. Alors je vous explique ce que c'est Territoire zéro chômeur de longue durée. L'idée de départ, j'espère que je parle pas trop vite là pour les traductrices, parce que je sais que je suis épouvantée. Si je parle beaucoup trop vite, c'est horrible. Vous savez, à la radio, j'avais une réalisatrice qui me faisait signe, qui me disait calme. Voilà. Donc vous pouvez me faire ça de temps en temps si je parle trop vite. Le chômage de longue durée coûte 43 milliards d'euros à l'État. C'est en gros 18 000 euros par personne. Ce n'est bien sûr pas ce que reçoivent les personnes. Dedans, il y a un tiers de minima sociaux, 6 000, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisations sociales, d'impôts, de taxes, et un tiers, plus difficile d'ailleurs à évaluer, dans lequel on met la question de la dégradation de la santé, de l'éducation des enfants et la question de la délinquance. Ce tiers-là, d'ailleurs, est totalement contesté, un rapport qui va sortir lundi de l'IGAS et l'IGF, est contesté parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le chômage et la santé, et le chômage et les difficultés d'éducation, alors que, voilà, ça nous paraît absolument une évidence. Il va falloir qu'on creuse les études, mais c'est quand même vraiment ça une réalité. Donc, quand on part de ce principe que de toutes les manières ça coûte cher à l'État, on se dit, et puis il y a ça, et en parallèle, on se rend bien compte que d'accord, on manque d'emploi, mais on manque pas de travail. Il y a plein de travaux utiles à la société qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande et qui seraient utiles pour la cohésion sociale. Beaucoup de choses dans l'aide à la personne, mais aussi dans la protection de l'environnement. Eh ben, on s'est beaucoup battu pour qu'une loi passe, qui a été votée à l'unanimité. C'était une de nos grandes victoires. La loi a été en 2016. Début 2017, 10 territoires sélectionnés et 10 entreprises à but d'emploi, parce que c'est comme ça qu'elles s'appellent, les entreprises, à but d'emploi, ont été créées sur ces territoires, des petits territoires, 5 000 à 10 000 habitants, dans lequel il y a un comité local de pilotage qui réunit élus locaux de tous bords, syndicats, Pôle emploi, artisans, commerçants, associations, et c'est ce comité qui va être garant que l'entreprise à but d'emploi ne prend pas d'emploi dans le secteur marchand.
Parce qu'il ne s'agit pas de détruire des emplois en parallèle. Voilà. Le premier bilan à presque 3 ans. Eh bien, écoutez, d'abord, c'est très intéressant sur les personnes qui retournent au travail, qui ont été des personnes qui ont été exclues du travail pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand ce n'est pas plus. Marie-Monique Robin, qui est une réalisatrice, a fait un film qui est sorti mercredi qui s'appelle Nouvelle Cordée, et on voit la tête des gens changer. C'est absolument phénoménal. C'est d'un seul coup une impression d'être reconnu dans le territoire, une impression, et pas qu'une impression, une réalité d'être utile. Les visages changent. D'un seul coup, parce que justement on a un peu plus d'argent, on peut retourner aussi chez le médecin, se faire soigner les dents. Changement vraiment physique et moral. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un engouement de ces personnes au chômage pour ce projet. Donc on déconstruit 2 idées. 1, les gens sont désassistés, ils veulent pas travailler, ils profitent du système, pas du tout. Quand il y a du travail, ils sont très contents de travailler. Et 2, ils démontrent comment on vit beaucoup mieux avec le SMIC qu'avec le RSA. Parce que heureusement, notre système n'est quand même pas complètement absurde et toutes les aides ne s'arrêtent pas à partir du moment où on est au SMIC. Et ils montrent très bien, d'un seul coup, comment ça change leur vie quotidienne, mais comment ça développe aussi du pouvoir d'achat dans la commune. À ce titre-là, il y a un des territoires où les restos du cœur ont fermé, parce que du coup les gens ont de quoi faire leurs courses. Il y a un commerce de proximité qui a été recréé. On recrée du lien social et d'ailleurs sur ces territoires-là, il n'y a pas eu de rond-point de gilets jaunes. Parce que du coup, tout le territoire a aussi été associé à ce projet. Les gens ont pu se parler, ont pu échanger, et ça change fondamentalement la donnée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On est encore en phase expérimentale, parce que c'est pas si simple. Vous imaginez bien de diriger des entreprises où d'un seul coup vous avez 80 salariés qui sont plus ou moins cassés par la vie et à qui il faut en plus trouver du travail. Il faut à la fois développer l'accompagnement des personnes, faire des plannings cohérents, aller chercher des travaux utiles à la société. Vous imaginez bien que notre manager de BE, on a besoin qu'il soit bon DRH aussi, qu'il soit multicasquette. Donc c'est pas simple. Il y a des territoires qui avancent plus vite que d'autres. Il y a des territoires qui ont des difficultés. On reconnaît tout à fait ces difficultés, mais le premier bilan est positif. Mais il faut poursuivre cette expérimentation, d'abord dans la durée pour ces 10 territoires, mais parce qu'on pense aussi qu'il faut de nouveaux territoires, parce qu'il faut qu'on ait un panel plus grand pour se rendre compte de quelles sont les conditions. Et parce qu'à terme, ce qu'on voudrait, après les 5 prochaines années, c'est un droit d'option. C'est-à-dire que les territoires qui veulent rejoindre ce projet puissent venir le rejoindre. Il ne s'agit pas de généraliser, il ne s'agit pas d'imposer, il faut un tel accord entre autres politiques pour que ça se fasse, qu'il faut vraiment que ce soit juste un droit d'option. Et donc là, la bataille, c'est qu'on puisse étendre l'expérimentation à de nouveaux territoires. Nous, on demande au moins une 50aine pour avoir un panel suffisamment large. Et là, c'est vrai que c'est compliqué, parce que je ne vous cache pas qu'il y a deux rapports qui sortent lundi qui nous inquiètent. Le président de la République a annoncé dans son plan pauvreté qu'il y aurait une extension, il me l'a confirmé. Maintenant, une extension dans quelles conditions, avec quels moyens financiers, je ne vous cache pas qu'on reste inquiet, et dans quel délai. Et est-ce qu'on arrivera aussi à ce que ce projet pour la deuxième phase soit aussi voté à l'unanimité? Et moi, je pense que cette partie-là est importante pour qu'on dépasse les clivages politiques sur ces questions. Mais bon, je vous cache pas que c'est pas encore fait et qu'on reste inquiet. Je regarde juste l'heure, savoir à peu près où j'en suis. Quand même que je revienne sur les actions d'Atelier Carbone dans le Finistère, qui travaillent bien avec, je sais, à la fois la mairie, le département, le conseil général. Il y a beaucoup de travail sur l'accès aux droits dont je vous ai parlé, la question du logement, de la santé, de la scolarité des enfants. Il y a une université populaire. Si je vous donne le thème de la dernière, c'était sur l'insertion professionnelle des jeunes. La question du chômage des jeunes est absolument cruciale. Et de ces jeunes en situation de précarité, il y a un rapport qui est sorti de la Fondation Jean Jaurès, je crois hier, sur cette question des jeunes en situation de précarité qui sont dans des filières non choisies. C'est toujours du non-choix, alors que sur les autres, on accepte qu'eux puissent choisir sur ceux qui sont plus aisés. Il y a un atelier lire-écrire numérique.
avec une cinquantaine de personnes en situation de précarité. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu. Et il y a un site internet qui s'appelle Lire, Écrire Numérique. Vous pouvez le trouver. Et il faut bien mettre ATD Quart Monde d'ailleurs pour le trouver parce que j'ai cherché moi hier sur Google. Et qui est un lieu où justement les personnes peuvent s'exprimer, peuvent écrire. Et à propos de cette question du numérique, parce que je sais qu'il va en être question cet après-midi, on parle toujours des difficultés d'accès à Internet, du coût de l'accès à Internet pour les personnes en situation de précarité. Il y a un deuxième obstacle, c'est la question de l'illettrisme. C'est que quand vous êtes en immense difficulté de lecture et d'écriture, se rajoute une difficulté avec Internet, et on est très inquiet de la façon dont toutes les aides sociales, maintenant, il faut faire les demandes sur Internet, parce que ça, pour des personnes en grande difficulté, ça va encore compliquer les choses, et de fait, ils vont pas pouvoir le faire. Il y a aussi des ateliers, on fait beaucoup de choses en termes d'accès à la culture, à ATD Quart Monde, parce qu'on est convaincu que la culture fait du bien, et à tout le monde, aussi en personnes en situation de précarité, et la culture est très émancipatoire. Et quand je parle de ça, c'est pas simplement assister à des spectacles, aller visiter des musées, c'est aussi soi-même être producteur de culture, c'est-à-dire participer à des ateliers peinture, à des chorales. Moi, j'ai un souvenir très précis là-dessus. Je vous ai dit, j'ai participé pendant 12 ans aux universités populaires Quart Monde, et des familles avec lesquelles j'ai été pendant dans la durée, que je connaissais bien. Et j'ai le souvenir d'une femme, Monique, qui avait toujours des difficultés, même au bout de plusieurs années, pour s'exprimer, pour prendre la parole en public. Et puis elle a fait partie d'une chorale dans laquelle il y avait des personnes exclues et des personnes tout à fait insérées dans la société, qui ont vraiment monté une chorale ensemble. Et ben après une année de chorale, elle s'exprimait absolument beaucoup mieux, elle osait beaucoup plus prendre la parole. Donc la culture est vraiment émancipatrice. Il y a toute une dynamique jeunesse aussi ici dans la région qui entre autres essaye d'emmener les jeunes à la montagne. On est partenaire d'un projet d'une association qui s'appelle 82 4000, qui a pour objectif, en fait c'est des guides de haute montagne qui se sont dit mais il y en a un peu marre, la montagne finalement c'est un truc que de privilégiés. Et nous, on est fous de montagne, mais on aimerait bien que les personnes défavorisées puissent aussi découvrir la montagne. Alors on pourrait dire, mais enfin c'est un peu du gadget ou du surplus de donner ça à des personnes en situation de précarité. Eh ben non. Parce que quand vous avez des jeunes que vous emmenez à la montagne et vous leur dites vous allez monter en haut de ce truc-là, ils vous disent bon, non jamais, t'es gentil, mais je vais jamais y arriver, que de fait ils y arrivent, il y a une confiance en soi qui redémarre, impossible, et ça change effectivement le retour après dans la vie de tous les jours et dans l'envie de chercher un travail, une formation. Et en plus, on est aussi convaincu de ce droit aux vacances, c'est-à-dire que les vacances, ça fait du bien à tout le monde et c'est vraiment un droit. Le troisième point sur lequel je voulais aboutir, c'est la question de la participation que j'ai commencé, j'aurais pu d'ailleurs démarrer là-dessus, mais que j'ai commencé à évoquer. On ne pourra mener des politiques de lutte contre la pauvreté efficaces que si on s'appuie sur les personnes concernées, sur ce qu'elles veulent et sur qu'est-ce qu'elles ressentent. J'ai là-dessus d'ailleurs un exemple à vous donner d'une maman qui va voir son assistante sociale et qui a des difficultés financières. Et la seule réponse, parce que l'assistante sociale aussi elle est démunie, c'est de lui dire on va vous faire rejoindre un atelier pour vous apprendre à gérer votre budget. Et qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez 550 € APL comprises, donc quand vous avez plus les APL, c'est 480. On peut donner tous les cours de gestion de budget qu'on veut. Moi, personnellement, j'y arriverai pas. Là-dessus, j'ai un autre souvenir de Marie-France Zimmer, qui était à un moment au conseil d'administration à ATD Quart Monde et qui participe à des groupes de travail, justement, sur cette question de gestion du budget. Et elle est là avec un milieu de banquiers qui réfléchit à comment faire, comment aider les plus pauvres à gérer leur budget. Elle les laisse parler une demi-heure, puis au bout d'une demi-heure, elle leur dit, écoutez, on va faire très simple, Vous allez prendre mes revenus et on va voir comment vous vous en sortez. Et ça, je pense que si chacun de nous réfléchit à ça, moi je ne saurais pas gérer, et je pense que les plus pauvres ont une intelligence pour savoir gérer un budget aussi serré. Donc tout ça, si on ne donne pas la parole aux plus pauvres, on ne le comprend pas, on ne l'entend pas. Et donc cette question de la participation, elle a toujours été vitale dans notre mouvement, d'abord parce que notre fondateur, Joseph Wrezinski, est quelqu'un issu de la grande pauvreté. Et qu'il en avait ras-le-bol, petit, qu'on lui demande pas son avis, et qu'il voyait bien qu'on disait tout pour sa maman, et qu'il sentait une grande frustration par rapport à ça. Donc depuis le début,
les personnes chez nous ont été associées aux décisions. Je vous ai dit, quand on essaye de réfléchir à finalement qu'est-ce qu'on pense sur le revenu universel, eh ben on travaille avec les personnes en situation de précarité pour voir qu'est-ce qu'on en pense. Quand on travaille en ce moment sur le RUA, le revenu universel d'activité, même chose, on travaille avec des personnes en situation de précarité pour savoir quelles sont pour eux les attentes, les obstacles, les difficultés d'une telle réforme. Si je prends par exemple ce RUA comme exemple, les familles, vous savez qu'a priori ce serait d'intégrer, de mettre toutes les aides sociales ensemble et entre autres de fondre les APL dans le RSA pour faire un RUA. Et les familles, elles nous ont tout de suite interpellés en disant mais ça c'est très compliqué pour nous parce que vous voulez dire qu'on va recevoir du coup le montant des APL dans ce RUA, mais nous, nos arbitrages financiers en fin de mois sont tellement difficiles qu'on va avoir encore plus d'impayés de loyer alors que jusqu'à maintenant les APL sont versés directement aux bailleurs. Donc voilà une première inquiétude qu'on a fait remonter tout de suite au gouvernement qui nous a assuré qu'il y aurait toujours un système de tiers payant pour les APL. Je vous dirai à la suite qu'on est quand même très très inquiet sur cette histoire du RUA. J'y reviendrai après. Donc on a ces universités populaires qui sont un lieu de participation important pour nous. On a dans le conseil d'administration 4 militants Carmonde. Et je vous dirai un peu justement comment on travaille. Et puis on a un projet de croisement des savoirs, et c'est là que j'ai très envie de donner la parole à des militants Carmonde, d'ATD Carmonde, qui sont, alors je vous ai dit, les militants, ce sont des gens qui vivent ou qui ont vécu en grande précarité et qui se battent contre la pauvreté. Il y a Pascal Poulain et Gwendal Cabu. Si vous pouvez, je sais pas, vous levez, et ils ont participé, eux, à des croisements des savoirs et des coformations. L'idée de ces coformations, c'est qu'on pense que pour les travailleurs sociaux, mais pour les magistrats, pour les médecins, c'est important d'entendre la voix des plus pauvres. Et en fait, quand ils reçoivent les gens, ils ne l'entendent pas vraiment parce que les gens sont dans une situation de peur, ils ne disent pas forcément tout vis-à-vis de l'assistante sociale, ils ont peur d'intrusion. Et donc tous les deux, ils ont participé à des coformations. Pascal, donc toi tu as le micro. Tu peux me dire à quelle coformation tu as participé? J'ai fait une coformation avec les référents ASE, les TICF. ASE, c'est aide sociale à l'enfance. Ouais. Et les psychiatres. Et des psychiatres, ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Moi, j'étais timide au début. J'ai appris avec ATD Carmonde pour prendre la parole devant un groupe. Quand on prend la parole à ATD Carmonde, ATD Carmonde nous fait confiance et nous donne la chance d'être à la porte-parole au nom des autres familles. Pour faire une conformation, il faut être en forme, oublier ses problèmes personnels et ne pas oublier qu'on vient pour représenter des familles d'ATD Carmonde. Oui, continue. Depuis que j'ai fait des coformations, j'ai plus confiance en moi et je me fais plus détruire et humilier par les professionnels. Ça me donne encore plus envie de me battre pour mes problèmes personnels et aider les autres familles. Je sais que maintenant, je ne suis plus seule et que j'ai ATD Carmonde et les autres militants. Ensemble, on combat nos blessures et ça nous donne envie de se battre encore plus pour récupérer nos enfants placés. ATD m'a permis de rencontrer des gens qui ne sont pas du même milieu que moi. ATD m'a permis de travailler avec des personnes haut placées dans le milieu du travail et ils m'ont bien accueilli dans le groupe et surtout j'avais ma place. Et ATD Carmonde m'a permis d'aller vers l'école aussi. Et est-ce que tu t'arriverais à dire aussi à ce que ça a apporté aux professionnels qui étaient dans ces coformations, c'est-à-dire aussi bien le personnel soignant pour la partie psychiatrie et puis la formation avec l'aide sociale à l'enfance qui était plutôt des assistantes sociales. Est-ce que tu as vu un peu ce que ça leur a apporté? Quand on fait des coformations, ils sont déjà chamboulés par nos règles. Il faut savoir que notre parole, on dit au nom de toutes les familles, donc il ne faut pas qu'ils le prennent pour eux-mêmes, ce qu'on dit. Ça les chamboule, ça on le sait très très bien. Ils ne sont pas désaccords avec ce qu'on dit, mais nous c'est ce qu'on vit et nous on aimerait travailler avec eux. Donc c'est ce qu'on essaie de travailler ensemble pour écouter leurs paroles et eux qu'ils écoutent notre parole. Voilà. Tu passes le micro à Gwendal. Et Gwendal, toi, tu as fait quoi comme coformation? Alors moi, j'ai fait une coformation avec des AS
et AS centre social, ouais. et des gens qui travaillent dans des CHRS, des centres d'hébergement d'urgence. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Donc, pas mal de choses. En fait, on voit les professionnels un peu différemment, ils nous voient aussi différemment, et c'est un échange que ça va dans les deux sens. Et ils nous voient autrement et on les voit autrement, quoi. J'ai un exemple, par exemple, on travaille en croisement du savoir. En photolangage, on choisit une photo. Enfin, nous, militants, on choisit une photo. Donc, on est en groupe de pairs. D'abord, chacun travaille de son côté. Après, alors, j'explique ce que c'est le groupe de pairs. C'est de permettre à des militants d'abord de préparer ensemble, de personnes en situation de précarité et aux professionnels aussi ensemble. Et après, on mélange les deux avis. Mais on ne mélange pas dès le départ parce qu'il est important pour que des militants osent prendre la parole qu'ils aient préparé avant ensemble. Donc, et alors, votre dessin, votre image, on avait quoi choisi une image, c'était une tapette à souris, et avec une souris, quoi. Qui était prise dans la tapette. Qui était présente, ouais. Et au début, donc c'était avec les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, ils nous ont dit, vous nous prenez pour des pièges, quoi. Et, oui, parce que la souris, c'était vous. Oui, la souris, c'était et le piège, c'était les services sociaux. Services sociaux. Et donc ils ont été vachement étonnés. Et puis après, on développe, on discute sur ce sujet-là. Et au final, elles ont tout à fait compris. Elles sont même prises en photo, en selfie avec cette photo-là, parce que. Mais elles sont des fois, justement, ce qui est bien dans ces conformations-là, c'est que les gens, ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'ils sont travailleurs sociaux ou autres, et puis ils sont dans leur bulle, ils voient plus les gens comme des gens. Ils voient des gens comme un numéro ou ils ne voient plus les gens comme les gens, et certains qui nous disaient ça nous fait du bien d'avoir une piqûre de rappel comme ça. Et ce qu'on disait, c'est que ça serait bien que ça soit intégré dans les ITS, dans un peu partout, quoi. Que déjà dès la formation, qu'il y ait des gens en précarité, des gens qui ont vécu telle ou telle chose, qu'ils aillent dans les écoles de travailleurs sociaux, dans les écoles d'éducateurs, dans les écoles de médecine, un peu tout ça, et puis que après, dans leur formation, dans leur travail, qu'il y ait une petite piqûre de rappel une fois de temps en temps. C'est ce que m'avait dit un travailleur social. Il m'a même dit qu'il avait changé, à force de faire des conformations, qu'il avait changé sa façon de travailler et sa façon aussi de voir la vie par lui-même aussi, quoi. Donc, super, merci beaucoup, Gwendal. Merci. Merci. Gwendal, il vous a dit ce côté de travail entre pairs. Nous, on dit que pour ces questions de participation, il y a quand même des conditions. Et on est en train un peu de mettre la participation à toutes les sauces. Et nous, on dit que c'est pas de la réelle participation. Dans la concertation pour le plan de lutte contre la pauvreté ou dans la concertation qui se passe en ce moment sur le REA, les personnes en situation de précarité ne sont pas du tout invitées à co-construire. Elles sont vaguement auditionnées. Mais ça, c'est pas de la participation et c'est pas les conditions de la participation. On défend beaucoup cette idée-là. Quand on a fait rentrer, il y a plusieurs années maintenant, il y a au moins 10 ans, des militants Carmonde au conseil d'administration, vous imaginez bien qu'on a fait rentrer plutôt des militants, entre guillemets, chevronnés, avec qui on travaillait depuis longtemps. Et du coup, on s'est dit, nos conditions de la participation dont je vous parlais, c'est-à-dire préparer avec les personnes, il y a plusieurs conditions, c'est préparer avec les personnes, que l'animateur est préparé avec eux pour savoir ce que les personnes vont dire, et aussi débriefer après sur comment a été vécue la séance et ce qu'on fait en université populaire. Et dans le CA, on s'est dit, c'est des militants qui sont habitués, on n'a pas besoin de le faire. Et bien, évidemment, au bout d'un moment, ça a coincé parce que les militants n'y trouvaient pas leur place. Depuis, je prépare avec eux pendant 2 heures, parce que je veux savoir ce qu'ils ont à dire sur les différents sujets qu'on va traiter. Ça me permet, pendant que j'anime le CA, de savoir qu'un tel a quelque chose à dire à ce moment-là, parce que c'est plus difficile pour des personnes en situation de précarité de lever la main et de dire j'ai quelque chose à rajouter. Et puis il y a quelqu'un d'autre, 2 personnes différentes, qui après débriefent avec eux sur comment ils ont vécu la séance, parce qu'il peut y avoir très vite des phrases qui blessent. J'ai comme ça, dans les phrases qui blessent, un souvenir très précis à la base à Paris, où on a fait un échange entre jeunes militants qui travaillent dans la lutte contre le réchauffement climatique et des militants Carmonde. Et les jeunes qui étaient là, dans les questions qu'ils ont posées, à un moment, on dit à Micheline Adobati, qui justement est au CA, mais en fait, ce que vous dites, ça nous bouscule, ça nous dérange. Et moi, je vois bien, ça nous dérange. Et je vois bien le sens dans lequel ils l'ont dit. Ça nous bouscule,
Et Micheline, elle a dit, comment ça, je vous dérange? Déjà que je suis pas dans la société, que j'ai l'impression d'être exclue en permanence, et vous me dites en plus que je vous dérange. Donc tout le monde lui a expliqué quel était le sens qui était pris là. Elle l'a parfaitement compris. N'empêche qu'à partir de ce moment-là, Micheline, elle était bloquée. Elle pouvait plus rien entendre. Elle avait l'impression qu'un mot comme ça, on l'a renvoyé dans l'exclusion. Et c'est pour ça que je vous dis que ces moments d'échange après sur comment ont été vécues les choses, ça fait partie pour nous des conditions de la participation. J'aimerais vous donner la parole. Oui, c'est ça, il faut que je leur donne la parole. Et ben, du coup, sur les politiques, quand même, 2 secondes, écoutez, on est inquiet, hein, parce que depuis le début de ce quinquennat, le pouvoir d'achat des 5 à 7% les plus pauvres a baissé et n'a pas augmenté. Donc les écarts se creusent. Le RUA, honnêtement, on pense que c'est pas une bonne idée. L'exemple qu'il y a de l'Universal Credit en Grande-Bretagne, c'est une catastrophe. On est présents, nous, en Grande-Bretagne, à TD Carmonde, et on voit les effets que ça a. Les dernières études sur les sans domicile fixe à Londres ont montré que 35% sont à la rue depuis l'Universal Credit et à cause de l'Universal Credit. Et le chemin qu'on prend sur le RUA, même si le gouvernement s'en défend, me paraît très proche de ça. Et donc, on est très inquiet. On sent que nous, ce qu'on dit, c'est que ça sert à rien d'avoir un plan pauvreté. Si en parallèle, on a une loi Elan sur le logement qui prévoit quasiment rien en termes de construction de logements sociaux, d'accès au logement social pour les plus pauvres, on est avec des familles qui sont trop pauvres pour accéder au logement social. Et puis la réforme de l'assurance chômage, très honnêtement, va faire tomber un grand nombre de gens au RSA. Et donc ça, pour nous, ça nous paraît une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faut une cohérence de l'ensemble des politiques publiques en termes de lutte contre la pauvreté et pas simplement un plan pauvreté. La demande qu'on a, c'est évaluer l'ensemble des politiques à partir des 10% les plus pauvres. Si notre curseur c'est ça, alors là on pourra y arriver. Je vous laisse la parole, je vous écoute. Merci beaucoup, Madame Hédon.